Je n'aurais jamais cru que mon mariage se terminerait à cause d'un chien. Et pourtant, j'étais là, dans la cuisine, encore en pyjama, retenant difficilement mes larmes, tandis que Bryce, mon mari depuis 10 ans, fermait une valise comme s'il partait en voyage d'affaires. Sauf que cette fois, il ne reviendrait pas. Il m'a regardé, le regard froid et vide, et a dit « Je prends Zeus. Tu gardes le petit. » Pas d'au revoir, pas de discussion. Juste que Zeus est notre Golden Retriever. On l'a eu avant la naissance d'Ellie. Il fait partie de la famille, tout simplement. Il dormait au pied du lit, courait après Ellie dans le jardin, et même, il récupérait les chaussettes dans le panier à linge comme si c'était son métier. Et Bryce l'a pris pour un bagage. Je me souviens être resté figé. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle a renchéri. Joanne, sa mère, toujours dans les parages, prête à commenter, mais jamais assez loin pour être utile. Elle se tenait près de la porte, un collier de fausses perles et un sourire narquois aux lèvres. « Eh bien, dit-elle en riant. Au moins, les chiens sont dressés. » Ils rirent. Ils rirent comme si mon fils était un jouet cassé que je devais garder pendant qu'il repartait avec le butin. Comme si être mère à plein temps en plein divorce était une défaite. J'eus l'impression que l'oxygène avait disparu de la pièce. Mais je ne dis rien. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas devant eux. Je me retournai simplement, pris le dessin d'Ellie sur le comptoir, un dessin où nous étions tous les 3 main dans la main sous un soleil radieux et passai devant eux sans m'arrêter, car il était dans la pièce d'à côté. Ellie, 9 ans, assis en tailleur sur le tapis, un casque sur les oreilles, coloriait. Il ne voyait pas la tempête qui se déchaînait autour de lui. Pas encore. Et à cet instant, je me fis une promesse. Il ne penserait jamais qu'il était le problème. Que Bryce prenne le chien. Que Joanne pense avoir gagné. Moi, je prendrais l'enfant. Je voulais cet enfant. Et j'allais le protéger de tout, surtout de ceux qui se moquaient de sa souffrance. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Ce que vous devez savoir, c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, le jour de l'audience. Mon fils, mon doux, calme et observateur Ellie, s'est approché du juge, s'est raclé la gorge et a demandé « Maman, je peux lire le texto que papa m'a envoyé hier soir ?» Un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience. Le juge a haussé un sourcil. L'avocat de Bryce est devenu livide. Joanne, assise derrière nous, en blazer bleu marine et l'air suffisant, semblait avoir avalé sa langue. Et à cet instant précis, sous les yeux de tous, Ellie détenait quelque chose de plus puissant que n'importe quel avocat. La vérité. Il n'avait que 9 ans, mais il savait. Et pour la première fois, les adultes présents n'ont eu d'autre choix que d'écouter. Mais laissez-moi vous raconter le début pour que vous compreniez pourquoi ce moment a tout changé. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'une mauvaise dispute. Ce n'était pas un simple commentaire blessant. C'étaient des années de manipulation silencieuse, de dénigrement, Bryce me faisant croire que j'exagérais toujours, que j'étais trop émotive, que c'était toujours moi qui gâchais tout. C'était subtil, mais constant. Quand Ellie pleurait après les cris de Bryce, c'était de ma faute si je ne lui avais pas appris à se blinder. Quand je demandais de l'aide, on disait que je le harcelais. Quand j'ai finalement dit que je voulais partir, il a raconté que j'étais instable, qu'il essayait juste de préserver la famille. Et les gens le croyaient. Ils le croyaient toujours parce qu'il est charmant, qu'il a le verbe facile, un sourire ravageur, le genre de type qui appelle les serveuses « ma chérie » et qui s'en tire sans problème. Mais Ellie voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Il voyait le visage de son père changer dès qu'on était seul. Il voyait comment je m'arrêtais en plein milieu d'une phrase quand Bryce entrait dans la pièce. Il a remarqué que je ne riais plus jamais. Plus vraiment. Et quand Bryce a pris le chien et a quitté nos vies comme si on était des déchets, Ellie n'a pas pleuré. Ce soir-là, il s'est assis à côté de moi, serrant le vieux collier de Zeus contre lui, et m'a dit « Je crois que papa ne nous aime pas beaucoup. » C'était le début de la fin, et sans que je le sache, le début de la vérité qui allait enfin éclater. Quand on imagine une mère célibataire en pleine bataille pour la garde de son enfant, on imagine souvent le chaos. Des cris, des portes qui claquent, la police qui appelle. Mais pour moi, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé dans le silence. Le silence qui a suivi le départ de mon mari, Bryce, avec notre chien et un sourire en coin. Le genre de silence qui suit une tornade. Pas de bruit, juste un vide. Chaque tiroir qu'il vidait, chaque manteau qu'il prenait, tout résonnait dans la maison comme un murmure qui disait «
il est parti. Au début, Ellie ne posait pas beaucoup de questions. Il continuait de dessiner, de croquer des super-héros, des couchers de soleil, et parfois des dessins de notre chien Zeus avec une cape. J'ai fait comme si de rien n'était. J'en ai fait des tonnes. Des déjeuners maison avec des petits mots écrits à la main. Des histoires supplémentaires avant de dormir. Je le laissais s'endormir dans mon lit presque tous les soirs car il avait de nouveau peur du noir. Il n'avait plus eu peur depuis la maternelle. Notre petit appartement de 2 pièces n'était pas luxueux, mais il était à nous. J'avais peint la chambre d'Ellie en bleu clair et accroché des guirlandes lumineuses en forme d'étoiles au plafond. Il aimait que les étoiles veillent sur lui. Je travaillais à domicile comme graphiste indépendante, acceptant des petits boulots pendant qu'Ellie était à l'école. Cela me permettait à peine de payer les factures, mais cela me donnait du temps avec lui, et je n'étais pas prête à y renoncer pour rien au monde. Les matins étaient les plus difficiles. C'est là que je réalisais à quel point les choses avaient changé. Je me réveillais et trouvais Ellie déjà habillée, assis tranquillement à table, fixant la boîte de céréales sans manger. Avant, il sautillait partout le matin en posant des tas de questions sur les dinosaures, l'espace et le nombre de dents des requins. Maintenant, il restait immobile. Je savais qu'il souffrait et je ne savais pas comment l'aider. Quand Bryce et moi nous sommes rencontrés, il était magnétique, sûr de lui, charmant et ambitieux. Il m'a procuré une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais 23 ans et je travaillais dans une imprimerie. Il est venu chercher des cartes de visite et est reparti avec mon numéro. 1 an plus tard, nous étions mariés. À la naissance d'Ellie, je lui trouvais déjà des excuses. Au début, c'était des broutilles. Il oubliait de venir me chercher après le travail ou plaisantait sur le fait que je m'étais laissé aller juste après l'accouchement. Il appelait ça des plaisanteries. Moi, je disais que j'avais une mauvaise journée. Mais ces mauvaises journées sont devenues une habitude. Il contrôlait l'argent, le thermostat, ma façon d'élever mon enfant. Quand Ellie était enrhumée, Bryce m'accusait de le laisser ramollir en le laissant se reposer. Quand Ellie avait peur après un cauchemar, Bryce lui disait « Les garçons ne pleurent pas ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dormir avec le babyphone allumé. Même quand Ellie avait 6 ans, je ne l'entendais pas. Il ne pleurait plus. Mais quand on entendait Bryce, les gens ne voyaient pas ce côté de lui. Ils voyaient le Bryce qui organisait des barbecues dans le jardin et portait des toasts amusants. Joanne, sa mère surtout, pensait que Bryce était un ange. Elle m'a dit un jour « Tu as de la chance qu'il supporte tes sautes d'humeur ». Je me souviens l'avoir fixé du regard, me demandant combien d'autres femmes avaient été réduites au silence par cette même phrase. J'étais épuisée, non seulement par mon rôle de mère, mais aussi par cette façade. Faire semblant d'être une famille heureuse. Faire semblant de ne pas me sentir étouffée chez moi. Faire semblant qu'Ellie allait bien. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'a pas été dramatique. Pas de scandale d'infidélité. Pas de dispute. C'était un mardi après-midi. Bryce est rentré tard, a jeté ses clés sur le comptoir et m'a demandé si Ellie avait fini ses exercices d'orthographe. J'ai répondu « Oui ». Il a dit « Tant mieux, parce que je ne veux pas qu'il finisse comme toi, à peine à joindre les 2 bouts ». Il l'a dit d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Puis il est allé dans la pièce d'à côté consulter ses emails. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. Je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé et j'ai pleuré par terre. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que je savais enfin que c'était fini. Il lui a fallu 3 semaines de plus pour partir. Et quand il est parti, il n'a pas fait ses valises discrètement. Il a pris Zeus, sa dignité et le peu de décence qui lui restait et m'a dit « J'ai la garde ». Cette phrase résonnait sans cesse dans ma tête. « Tu as la garde ». Comme si Ellie était un objet indésirable mis aux enchères lors d'un divorce. Mais la vérité, c'est que je voulais cet enfant parce qu'il était gentil, empathique, intelligent. Il voyait les gens d'une manière que les adultes ne pouvaient pas. Et si Bryce ne voyait pas la valeur de cela, alors Ellie n'avait pas besoin de lui. Je ne savais pas alors à quel point Ellie avait remarqué tout cela. Je ne savais pas à quel point il avait gardé ça pour lui. Mais je le découvrirai bientôt. Et le juge aussi. La première réunion pour la garde a eu lieu dans un bureau impersonnel du centre-ville. Des murs beiges, des fauteuils en cuir, une fausse fougère dans un coin censé créer une atmosphère neutre. Ce n'était pas le cas. Bryce est arrivé avec 10 minutes de retard,
vêtu d'un blazer et arborant un sourire comme si c'était lui qui passait l'entretien. Johan le suivait de près, sans y être invité, mais s'est installé avec suffisance dans la salle d'attente, un tupperware de pain aux bananes maison à la main, qu'elle a offert à la réceptionniste comme si nous étions une grande famille heureuse. Assise en face de Bryce, je l'observais jouer la comédie. Poli, calme, le père attentionné. Il parlait de routine, de stabilité et de son profond engagement envers le bien-être d'Ellie. Chaque mot me donnait la chair de poule, car je savais qu'il était vraiment derrière les portes closes. Nous voulions la garde partagée. Une semaine sur deux, une semaine sans, j'étais sidérée. Cet homme n'avait pas appelé Ellie une seule fois depuis son départ. Pas un seul FaceTime, pas même un SMS. Lorsqu'il venait chercher son courrier, il restait planté dehors comme un étranger sans jamais demander comment allait Ellie. Et maintenant, il voulait récupérer la moitié de la vie d'Ellie comme on commande une pizza. J'essayais de garder mon calme, mais les mots me sont sortis en trombe. Il ne prend même pas de nouvelles de son fils. Il ne se présente jamais. Pourquoi il a droit à la moitié? Bryce se pencha en arrière et sourit. Parce que je suis son père. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas à cause d'Ellie. C'était une question de contrôle, de victoire, d'image. Et Bryce n'était pas seul. Johan s'est mise à tout contrôler. Elle m'envoyait des emails de façon passive-agressive, juste pour vérifier qu'Ellie mangeait assez de légumes. Il a l'air un peu bouffi sur la photo de classe. Ensuite, il y a eu les allers-retours à l'école. Bryce débarquait à l'improviste, avec son sweat à capuche de papa numéro 1, saluant les autres parents et distribuant des barres de céréales à Ellie comme s'il était le père de famille par excellence. Et Ellie, il avait l'air perdu, mal à l'aise. Il ne souriait plus le matin. À la maison, j'ai remarqué un changement. Ellie posait plus de questions, des questions plus difficiles. Pourquoi papa a dit que tu ne veux pas que je le voie? Tu lui as dit que j'avais peur de sa maison? C'est mal de pleurer quand Zeus me manque? Celle-là m'a brisé le cœur. Le chien lui manquait tellement qu'il avait commencé à dessiner Zeus sur les photos de famille. Sauf que maintenant, Zeus se tenait toujours entre Ellie et moi, presque comme un protecteur. Un soir, Ellie est venue me voir et m'a chuchoté. Papa m'a dit de ne rien te dire, mais il dit que tu pleures trop. Et que je serais fichue si je vivais tout le temps avec toi. Je me suis assise par terre dans le couloir et je l'ai serré dans mes bras. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais je ne pouvais pas me permettre de donner cette satisfaction à Bryce. Alors, j'ai tout consigné. J'ai tenu un journal, j'ai sauvegardé des captures d'écran de chaque message manipulateur. J'ai fait des copies des quelques emails que Johan avait envoyés par inadvertance. Des choses comme « Si Ellie n'apprend pas la discipline, il finira comme ta famille ». Pendant ce temps, Bryce devenait de plus en plus audacieux. Il a commencé à envoyer à Ellie des textos comme « Ta mère dit non encore ». Quelle surprise! Ou encore « J'aimerais te voir plus souvent, mais ta mère veut te tenir à l'écart ». C'était l'exemple même de l'aliénation parentale. Mais tenter d'expliquer cela à un juge, c'était comme essayer de prouver l'existence d'un fantôme. Mon avocate, Denise, était prudente mais honnête. Elle m'a dit, à moins qu'il n'y ait des preuves de maltraitance ou des documents concrets, les juges recherchent l'équilibre. Ils ne prendront pas parti pour un parent sans preuve. Ce mot, preuve, me hantait, car la plupart des dégâts causés par Bryce ne provenaient pas de bleu ou de menaces. C'était par le ton employé, par des mensonges colportés comme des bonbons, par une érosion progressive. Ellie était rongée par l'érosion. Pourtant, la date du procès était fixée. J'avais 2 semaines pour me préparer. Je passais toutes mes nuits à éplucher nos échanges de SMS, à organiser les dates et les entrées, à bâtir le dossier le plus discret de ma vie. Puis, un soir, je suis allée voir Ellie et je l'ai trouvé assis dans son lit, le visage pâle, tenant sa tablette. « Maman » a-t-il demandé d'une petite voix. « Je ne pense pas que papa voulait que je voie ça. » Il m'a tendu l'écran. J'ai fait défiler les messages, l'estomac noué à chaque mot. C'était là, noir sur blanc. Bryce envoyait des textos à quelqu'un, peut-être sa nouvelle copine, se plaignant qu'Ellie était faible et qu'il le remettrait sur le droit chemin une fois que j'aurais la garde exclusive. Et le pire, il avait hâte d'en finir avec ce gamin pour enfin retrouver sa vie normale. Ellie m'a regardé, les yeux embués, et m'a demandé « C'est ma faute s'il ne veut pas de moi ?» J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Non » ai-je répondu.
Non, mon chéri. Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfait. C'est ton père qui est brisé. Ce soir-là, j'ai su que nous avions des preuves. Pas seulement pour le juge, mais aussi pour Ellie. Il méritait d'être entendu, et bientôt il le serait. La nuit où Ellie m'a montré ses textos de Bryce, quelque chose a changé en moi. Jusqu'à cet instant, je luttais pour survivre à la tempête. Mais maintenant, je ne me contentais plus de réagir. J'étais prête à me défendre. Assise sur le lit d'Ellie, la tablette à la main, je relisais les mots encore et encore. J'ai tellement hâte d'en finir avec ce gamin pour enfin retrouver ma vie normale. Il pleure comme un bébé, comme sa mère. Inutile. Il les avait envoyés à Ellie par erreur. C'était pour quelqu'un d'autre. Peut-être la femme qu'il fréquentait, ou un de ses copains à qui il racontait les lamentations de son pauvre père célibataire. Mais maintenant, c'était trop tard. Ellie l'avait vu, et moi aussi. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé mon fils. Son visage était pâle et immobile, comme s'il essayait de se fondre dans sa couverture. Il ne voulait pas de réconfort. Il voulait la vérité. « Tu as tout lu ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. Je n'en avais pas envie. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Je me suis demandé si je n'avais pas mal agi. « Non », ai-je répondu aussitôt. « Tu n'es pas mauvais, Ellie. Il a tort. Il a tellement tort. Et je le pensais vraiment. Chaque mot. Il ne s'agissait plus seulement d'obtenir la garde. Il s'agissait de briser un cycle. De m'assurer qu'Ellie ne grandisse pas en pensant que l'amour était quelque chose qu'il fallait gagner en se taisant, en faisant plaisir à des gens qui ne vous méritaient pas. Alors, j'ai imprimé les captures d'écran, je les ai datées et je les ai sauvegardées sur une clé USB. J'ai contacté Denise, mon avocate, dès le lendemain matin. Sa voix s'est tendue lorsque je lui ai lu certains messages. « C'est crucial », a-t-elle dit. « Cela pourrait tout changer. Mais êtes-vous sûr de vouloir qu'Ellie parle ?» Ces mots m'ont glacé. Je n'avais même pas envisagé de le faire témoigner. L'idée me donnait la nausée. Il n'avait que 9 ans. Je ne voulais pas qu'il soit mêlé à un drame judiciaire, interrogé par des avocats impassibles, ni forcé de regarder son père dans les yeux et de revivre tout cela. Mais je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait dit après le départ de Bryce. « Tu me dis toujours de m'exprimer quand quelque chose ne va pas. Est-ce que c'est l'un de ces moments ?» Il voulait parler. Voilà la différence. Alors, je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine avec du jus et des biscuits Graham et je lui ai demandé doucement. « Ellie, tu n'es pas obligée, mais si tu veux parler au juge, si tu veux lui dire ce que tu ressens, je serai là tout le temps. » Il m'a regardé, le visage grave, et a demandé. Je peux lui montrer ce que papa a écrit. Le juge doit savoir la vérité, n'est-ce pas? J'ai retenu mes larmes. Oui, mon chéri, c'est vrai. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. Denise s'est occupée de faire déposer officiellement les preuves. Nous avons établi une chronologie des événements, construit un récit et demandé une déclaration formelle d'Ellie pour qu'elle soit examinée par le tribunal au préalable. Pendant ce temps, Joanne a recommencé à venir à l'école d'Ellie. Une fois, à la sortie des classes, elle a essayé de lui donner un cadeau, une figurine et une petite carte où il était écrit « Papa se bat pour toi ». Ellie me l'a donné et m'a demandé « Pourquoi j'ai l'impression que c'est un piège ?» Parce que c'en était un. Je l'ai signalé. Denise a porté plainte. Comme d'habitude, Bryce m'a envoyé un texto m'accusant d'utiliser Ellie contre lui, de faire d'un enfant une arme. Du grand classique, la projection. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au contraire, je suis restée près de moi. On parlait tous les soirs, non pas du tribunal, mais de ce qu'il ressentait, de ce qui l'effrayait, de ce qui le rendait fort. Il posait des questions et je répondais avec sincérité. Sans faux-semblant, sans promesse en l'air. La nuit précédant l'audience, Ellie n'arrivait pas à dormir. Allongé près de moi, silencieux dans le noir, il a murmuré « Et si le juge ne me croit pas ?» Je me suis tournée vers lui, j'ai repoussé ses cheveux et j'ai dit « La vérité n'a pas besoin d'être criée fort pour être vraie. Parle simplement avec ton cœur. C'est tout ce que tu as à faire. » Il ne dit rien d'autre, mais il prit ma main et la serra fort. Le lendemain matin, nous nous sommes habillés en silence. J'ai mis une robe bleu marine et de simples boucles d'oreilles. Ellie portait son uniforme scolaire, fraîchement repassé, avec ses baskets rouges préférées.
Il disait qu'elle lui donnait du courage. Devant le tribunal, Denise nous attendait avec sa mallette et un hochement de tête solennel. Bryce était déjà là, arpentant la salle dans un costume anthracite, flanqué de Johan et d'un homme que je supposais être son avocat. Il me jeta un regard. Je ne le regardais pas. Nous sommes entrés, avons signé et pris place. J'ai baissé les yeux vers Ellie et lui ai murmuré « Tu veux toujours faire ça ?» Il a hoché la tête. « Je suis prêt. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que tout allait bien se passer. Parce que cette fois, la vérité n'était pas seulement écrite. Elle avait une voix, et elle allait être entendue. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais imaginé. Les murs étaient beiges, les chaises raides, et tout sentait légèrement le papier et le vieux café. Pourtant, c'est le silence dont je me souviens le plus. Ce silence pesant, cette attente qui précède l'entrée du juge, ce silence où l'on perçoit le froissement de chaque feuille de papier et les battements de son propre cœur. Ellie était assis à côté de moi à la table des requérants, les pieds à peine au-dessus du sol, essayant de paraître courageux. Il tenait sur ses genoux son petit carnet, celui où nous avions répété sa déclaration au cas où. Ses baskets rouges dépassaient de son pantalon impeccable, et je voyais à quel point il serrait les doigts. De l'autre côté de la salle, Bryce était assis droit, parfaitement apprêté dans son costume sur mesure. Il jeta un coup d'œil à Ellie, puis détourna rapidement le regard. Johan était assise derrière lui, les lèvres serrées, les yeux scrutant la salle comme si c'était elle qui était jugée. Lorsque le juge entra enfin, tout le monde se leva. Il baissa les yeux sur le dossier devant lui, notre numéro de dossier, nos noms et la pile de documents que nous avions fournis ces derniers mois. Il ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Après les formalités, l'avocate de Bryce prit la parole la première. Elle était d'une aisance remarquable. Et confiante, elle répétait un discours que j'avais entendu 100 fois. Monsieur Carter demande un partage égal du temps de garde, insistant sur la routine et l'équilibre émotionnel pour l'enfant. Il a fait preuve d'un intérêt constant pour le bien-être d'Ellie. Un intérêt constant. Il n'avait pas appelé Ellie pour son anniversaire. Il ne s'était pas renseigné sur ses allergies. Il ignorait même qu'Ellie dormait encore avec sa veilleuse. Je serrai les dents et restai silencieuse. Puis ce fut notre tour. Denise se leva, d'un calme mesuré. « Votre honneur, nous demandons la garde principale, tant physique que légale. Nous avons fourni des preuves documentées faisant état de communication et de comportements préoccupants de la part de M. Carter, notamment des messages envoyés aux mineurs. » Le juge haussa un sourcil. « À l'enfant. » Denise acquiesça. « Oui, votre honneur. » Et avec la permission du tribunal, Ellie aimerait prendre la parole. Il y eut un silence, un vrai silence. Le juge se pencha légèrement en avant. « Tu es sûr, mon garçon ?» Ellie leva les yeux vers moi. J'acquiesçai d'un léger hochement de tête, et il se leva lentement. « Je veux dire quelque chose, » dit-il d'une voix douce mais, c'est clair. Le juge lui fit signe d'avancer. « Allez, Ellie. Prenez votre temps. » Il s'avança lentement vers l'avant de la salle d'audience, un carnet à la main. Ses mains tremblaient, mais il se tenait droit, plus grand que je ne l'avais jamais vu. Il ouvrit le carnet et prit une inspiration. Mon père m'a envoyé des messages. Je n'étais pas censé les voir, mais je les ai vus, et je pense que le juge devrait le savoir. Un silence de mort s'installa dans la salle. Denise tendit les captures d'écran imprimées à l'huissier. Le juge feuilleta les pages tandis qu'Ellie lisait à voix haute les mots de sa copie. J'ai hâte d'en finir avec ce morveux pour pouvoir enfin retrouver ma vie normale. Lut Ellie, la voix brisée. Il regarda le juge. Il parlait de moi. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Johan se remua sur son siège, soudainement pâle. L'avocate de Bryce se tourna vers lui, la bouche légèrement ouverte. Et Bryce, lui, restait assis là, fixant la table, la mâchoire serrée comme si elle allait se briser. Ellie continua. Il pleure comme un bébé, comme sa mère. Inutile. Il releva les yeux. Ma mère ne pleure pas tout le temps. Le temps. Elle est forte. Elle m'aide quand j'ai peur. Et je ne suis pas inutile. Silence. Le juge joignit les mains. Merci, Ellie. C'était très courageux. As-tu autre chose à me dire? Ellie hésita, puis dit,
Je ne veux pas vivre dans un endroit où j'ai l'impression d'être un problème. Je veux juste me sentir en sécurité. » Et c'était tout. Il retourna vers moi et je le pris dans mes bras en lui murmurant « Tu as été parfait. » Il hocha la tête contre mon épaule, s'accrochant un peu plus fort que d'habitude. Le juge s'éclaircit la gorge et regarda Bryce droit dans les yeux. « Monsieur Carter, » dit-il d'un ton plus sec. « Avez-vous une explication concernant ces messages ?» Bryce commença à parler, mais son avocat l'interrompit aussitôt, demandant une brève suspension d'audience. Le juge la refusa. « J'en ai assez vu, » dit-il fermement. La responsabilité du tribunal est d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et compte tenu des documents, des témoignages et de l'incroyable honnêteté de cet enfant, j'accorde aujourd'hui la garde exclusive, physique et légale, à Mademoiselle Carter. Je n'ai pas pleuré. Pas là. J'ai juste fermé les yeux et respiré. Bryce n'a pas protesté. Il fixait le sol, acculé par ses propres mots. Joanne s'est levée pour partir avant même la fin de l'audience, son optimisme habituel envolé. Et Ellie. Il a pris ma main et a souri. « On peut aller manger des crêpes maintenant », a-t-il chuchoté. J'ai fini par rire. Bien sûr. Nous n'avons pas parlé du tribunal sur le chemin du retour. Ellie a baissé la vitre et a laissé le vent lui caresser les cheveux comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas révélé le côté le plus sombre de son père devant un juge et une salle d'audience remplie d'inconnus. Comme s'il n'avait pas bouleversé nos vies. Mais c'est comme ça que sont les enfants. Ils sont faits pour se relever, même quand ils ne devraient pas avoir à le faire. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant sur le chemin du retour. Des crêpes comme promis. Il les a commandées avec de la crème fouettée et des pépites de chocolat. J'ai pris un café et je n'y ai pas touché. Je l'ai juste observé. Chaque petit détail, ses yeux fatigués, sa façon d'utiliser sa fourchette comme une cuillère, son rire quand la bouteille de sirop a couiné. Pour la première fois depuis des mois, peut-être plus, il semblait paisible. « Je m'en suis bien sorti », a-t-il demandé la bouche pleine. « Tu as fait mieux que bien, » ai-je répondu. « Tu as dit la vérité. C'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. » Il sourit largement, la bouche pleine de crêpes, et reprit son repas comme s'il venait de gagner un trophée. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Les documents définitifs du tribunal arrivèrent 2 semaines plus tard. La garde exclusive m'était accordée. Des visites supervisées uniquement pour Bryce, en attendant l'évaluation d'un thérapeute familial et un suivi régulier, ce qui signifiait qu'il ne verrait pas Ellie pendant longtemps, peut-être jamais, à moins d'un changement radical. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Bryce a disparu de nos vies presque du jour au lendemain. Plus d'appels, plus de messages, plus d'appels. Son avocat l'a lâché. Joanne n'a jamais pris de nos nouvelles. La dernière fois que nous avons eu de ses nouvelles, il était parti vivre avec quelqu'un d'autre à l'autre bout de l'État et recommencer à zéro. C'est ce que font les lâches, je suppose. Il fuit. Au début, je m'attendais au pire. Je pensais qu'il trouverait peut-être une faille ou essaierait de manipuler les choses une fois de plus. Mais le silence persista. Et dans ce silence, quelque chose d'incroyable commença à se produire. Ellie reprit vie. Il se remit à dessiner. Pas seulement des petits croquis, mais des bandes dessinées complètes. Avec des couleurs vives et des personnages en couleurs. Il a fait de moi l'héroïne d'un de ses livres. Une maman en cape qui a sauvé la situation avec des gaufres et la vérité. Je l'ai accroché au frigo comme s'il était destiné à une galerie d'art. Il a commencé à faire ses nuits. Fini les cauchemars qui le faisaient se glisser dans mon lit à 2 heures du matin. Il riait plus souvent. Il posait de nouveau des questions sur l'espace, l'océan et si les dinosaures avaient un nombril. L'étincelle revenait. Et moi? J'ai recommencé à respirer à plein poumon. J'ai accepté de nouveaux clients, j'ai amélioré mes horaires de travail et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour des choses comme des crampons de foot et des cours de piano, des choses que je ne pouvais pas me permettre quand chaque dollar passait dans les frais d'avocat et de thérapie. Je me suis même inscrite à un club de lecture. Rien d'extraordinaire, juste des femmes comme moi. Fatiguées, mais en voie de guérison, fortes d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. Les gens me demandent parfois si je déteste Bryce, si je le traînerais de nouveau en justice s'il essayait de réapparaître. La vérité, c'est que je ne le déteste pas. Je n'ai plus de place pour ça. Ce que je ressens, c'est de la tristesse pour lui.
Le père qu'Élie aurait pu avoir et qu'il n'a jamais eu. Cet homme qui aurait pu être un refuge et qui a choisi le contrôle. Cet enfant en lui qui n'a probablement jamais appris à aimer sans instrumentaliser ses sentiments. Mais je ne porte plus ce fardeau. J'ai cessé le jour où Élie s'est défendu et a dit la vérité. Je parle encore de ce jour au tribunal, non pas parce qu'il a été spectaculaire ou victorieux, mais à cause de sa signification. Cela a signifié que la voix d'Élie comptait. Cela a signifié qu'un enfant pouvait être entendu et cru, et non pas ignoré parce qu'il était jeune ou petit, ou parce qu'on lui disait ce qu'il devait penser. Cela a signifié que le cycle s'est arrêté pour nous. Et s'il y a une chose que je voudrais dire à tous ceux qui regardent ceci, à toutes les mères qui se sentent effacées, à tous les enfants qui se sentent invisibles, c'est ceci, vous n'êtes pas impuissants. Pas quand vous détenez la vérité. Pas quand vous avez de l'amour. Et surtout pas quand vous avez du courage. Bryce a pris le chien. Il pensait repartir avec quelque chose de précieux, quelque chose de propre, d'obéissant et de facile. Il m'a laissé l'enfant. Et que ce soit clair, j'ai eu la meilleure des deux parties. Parce que mon fils est courageux. Il est honnête. Il grandit en sachant que l'amour est inconditionnel et que la gentillesse n'est jamais une faiblesse. Ce tribunal n'a pas seulement modifié un accord de garde. Il a redonné la parole à mon fils et m'a redonné goût à la vie. Si cette histoire vous a touché, même un tout petit peu, merci de liker cette vidéo. Cela permettra à plus de personnes de la découvrir, surtout celles qui traversent une situation similaire et ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. J'aimerais beaucoup lire vos commentaires. Peut-être avez-vous vécu une bataille pour la garde d'enfants. Peut-être étiez-vous l'enfant pris entre deux feux. Ou peut-être voulez-vous simplement témoigner votre affection à Élie. Quoi qu'il en soit, votre avis compte. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications. Je partage des histoires vraies qui mettent en lumière la résilience, la famille et la force tranquille nécessaires pour dire la vérité, même quand c'est difficile. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et de vos proches. Musique, musique.